messieurs, bonsoir. Et l'actualité partira de ce qui s'est passé au niveau de la justice, où on dira que c'est le chef de l'État lui-même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné lundi le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, dans la salle Marcel Yaou, au siège de la Cour de cassation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On a noté entre autres la présence de hauts magistrats, dont la première présidente du Conseil d'État, Madame Brigitte Nsensele Wa Nsensele. Les bilans restent lourds. 30 personnes ont perdu la vie, 20 personnes sont assistées au niveau de soins, au niveau de l'hôpital Oudjana, situé dans la commune de Lingwala. 129 cabines ont été mises à l'arrêt. Tel est le bilan lourd de pluies diluviennes survenues à Kinshasa de la nuit du 4 au 5 avril 2025. Et c'est ce qui ressort de tout ce qui a été dit et développé au niveau du briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembe, accompagné bien sûr de 3 de ses collègues, notamment le ministre des Infrastructures et Travaux, Alexis Guissaro, celui de la Santé publique et prévention plutôt, hygiène santé, Samuel Roger Kamba, et le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba. Suivez. Tradition respectée. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembe, a tenu ce lundi 7 avril 2025 un briefing spécial en raison des inondations qui ont secoué la ville de Kinshasa la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, accompagné de ses différents collègues, à savoir celui des ITP Alexis Guissaro, de la Santé Samuel Roger Kamba et celui de l'hydraulique et électricité Teddy Luamba Moba. Ensemble, ce membre du gouvernement souminois ont scruté l'événement malheureux qui a ôté la vie à plus de 30 Congolais. À la gestion de cette crise, il y a plusieurs questions. Lorsque nous étions à l'hôpital Vijana, il y a une maman qui ne retrouvait pas ses enfants parce qu'il y a eu justement des cas de ce type. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, nous faisons ces briefings, mais de manière régulière, nous reviendrons avec des éléments au fur et à mesure que les informations vont tomber, parce qu'il y a des familles qui connaissent des cas spécifiques. À en croire Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, 30 personnes ont rendu l'âme et 20 sont admises aux soins à l'hôpital Vijana, et un total de 1200 familles sont installées momentanément au stade de Martyrs de la Pentecôte et stade Père Raphaël de la Quétule. Le fait que nous étions sur terrain, c'est d'ailleurs nos services qui ont beaucoup amené les personnes qu'on ressortait de leur maison parce que beaucoup étaient très fragiles. Ce sont nos ambulances qui ont amené beaucoup de personnes au site. Nous avons communiqué effectivement des sites en ce moment-là. Oui, il est important de continuer à communiquer pour que les gens ne soient pas en manque d'informations, mais les sites ne sont pas très compliqués. C'est le stade Tata Raphaël et maintenant c'est le stade de Martyrs. À part le bilan humain, il y a aussi de pertes énormes en termes d'infrastructures, et la montée des eaux est à la base de ces phénomènes naturels dont le peuple congolais a payé le lourd tribut, a lâché à son tour le ministre des ITP. 129 cabines, 2 usines de traitement d'eau, celles de la Lukaya et Njili, ont été ainsi endommagées. C'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème, mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence, mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Martyrs, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 mètres cubes de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations. L'application stricte de loi de la République permettrait dans un premier temps de contenir et d'empêcher aux Congolais de construire à des endroits dits non édificants, pour éviter que ce genre de catastrophe puisse avoir raison des Congolais. Et dans un premier temps, le gouvernement de la République s'emploie à curer les caniveaux pour que les eaux aillent directement dans le fleuve. Et il faut dire que les inondations de quartiers voisins de la rivière Njili ont fait relancer les débats sur l'assurance
en République démocratique du Congo, l'assurance vie, la nécessité de varier les types de transport dans une ville comme Kinshasa, peuplée de plus de 10 millions d'habitants. Aussi, l'éducation de jeunes enfants, comment développer des gestes qui peuvent sauver en cas de catastrophe naturelle. Et suivez ces constats de la baisse des eaux avec Africa Mujenga, Sylvain Kapomboué, Ave Maria. Les débordements des eaux de la rivière Ndjili a plongé plusieurs milliers de familles dans la tristesse. L'angoisse d'avoir perdu les proches emportés par les eaux, la douleur d'assister impuissamment à la destruction de plusieurs biens de valeur. Les dégâts sont énormes chez nous. Nos véhicules sont tous partis dans les eaux. Mon père est coincé à la maison. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. On a tout perdu. Ces images attestent la gravité de cette crue de la rivière Ndjili. Ici au quartier du Mété des Bonhommes, par exemple, si dimanche 6 avril, les traces des eaux pouvaient atteindre 4 mètres, c'est lundi 7 avril, les eaux ont baissé jusqu'au niveau du tibia. Aujourd'hui, la situation s'améliore par rapport à hier. L'eau s'est diminuée de 4 à 1 mètre. Plusieurs personnes étaient sorties et ont trouvé les quartiers inondés de leur retour. Plusieurs familles sont en difficulté. Les parents sont dans un autre endroit, les enfants sont ailleurs. Pas de communication. Peut-être aujourd'hui, ils vont s'appeler et se voir. Ce Congolais habite la cité côtière de Muanda. Il était en visite en famille, mais il a tout perdu, voulant avec raison sauver d'abord les vies humaines. Je suis venu de Muanda rendre visite à mes petites sœurs. Je me suis coïncidé avec ces drames. Je suis commerçant. Je vends des poissons salés, d'huile et autres choses. Tous mes biens sont apportés par les eaux. Tous mes habits, regarde, j'ai porté seulement ce polo d'une manière provisoire. Lundi 7 avril 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a visité les sinistrés de la rivière Ndjili au stade Père Raphaël. Question de vérifier si le gouvernement central a apporté un soutien aux populations touchées. Et l'actualité reste dominée par les inondations au niveau de la crue de la rivière Ndjili. Je reçois avec bonheur pour vous Maître Issa Noël Jaffa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Dans pareille circonstance, vous qui êtes juriste, c'est qui porte la première responsabilité? Parce qu'il y a eu mort d'homme. Vous savez qu'il s'agit de catastrophes naturelles. Parlant de catastrophes naturelles, c'est quelque chose qui est imprévu. Mais il appartient à l'État d'organiser la société. Et dans cette responsabilité-là, d'organiser la société, c'est de prendre des mesures de précaution qu'il s'agisse. Des mesures en amont et en aval, en ce qui concerne dans des cas de figure. Puisque vous remarquez la situation, sur le plan urbanistique, c'est vraiment catastrophique pour la ville comme celle de Kinshasa que nous avons. Même au-delà de ce qui concerne l'organisation de la société sur le plan urbanistique, mais en ce qui concerne aussi la gestion des crises. Vous comprenez que la crise est très très mal gérée avec beaucoup de légèreté, mais aussi beaucoup d'amateurisme. D'où la responsabilité ici. Nous pouvons bien dire que la responsabilité est partagée, que la population qui construise dans des endroits qui sont interdits, mais il appartient à ce même l'État de prendre des mesures, de sanctionner, puisque c'est à l'État qui revient la force publique pour prendre des mesures et enfin épargner dans de pareilles circonstances pour que nous arrivions à avoir ce que nous avons aujourd'hui. Issa Noël Jaffa, on dit que l'État, mais ça passe pour être un concept fourre-tout. C'est qui dans cet État-là? Chez nous, on a opté pour la décentralisation. Il y a le pouvoir central, il y a le pouvoir provincial, et puis il y a les ETD, entités territoriales décentralisées. Pour le cas qui est arrivé à Ndjili là-bas, c'est qui portera la responsabilité? Mais bien entendu, le pouvoir est partagé aujourd'hui avec la décentralisation. Mais vous savez que nous avons, la ville de Kinshasa a un gouvernement, il y a un gouvernement qui est provincial qui gouverne la ville. Et il le fait pas seul. Nous ne pouvons pas dire que voilà, il revient seul à la ville. Mais il y a aussi le ministère de l'urbanisme qui a ce pouvoir-là d'organiser ce qui... Il y en a au niveau provincial et au niveau national. Au niveau national, les pouvoirs sont partagés à ces moments. Chaque
parti a une responsabilité. Nous ne pouvons pas dire seulement qu'il appartient à tel. Mais à chaque niveau, nous pouvons voir des responsables qui doivent répondre à ce qui est arrivé. Par rapport à ce qui est arrivé, la Metelsat maintient ces mots et dit qu'il y a encore d'autres pluies diluviennes qui vont survenir sur Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Mais je crois que nous sommes vraiment en retard à ce moment-là pour prendre des mesures qui pourraient nous épargner à des pareils, puisque on ne pourra pas déloger des gens du jour au lendemain pour essayer de construire des latrines, construire des espaces qui permettra d'évacuer des eaux qui pourront déborder. Mais pour l'instant, ce que nous devons préparer, c'est la gestion des crises. D'abord, ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, nous avions appris qu'il y avait un problème de digue qui a pu céder quelque part au niveau de la rivière Njili, qui a causé. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des rapports, pour l'instant, des travaux d'urgence pour permettre à ce que cela ne se produise pas? Puisque ce que nous avions vu à Njili, nous avions connu des problèmes un peu par-ci par-là, mais pas à la même hauteur que nous avions au niveau d'Njili. D'où la priorité serait d'abord de reloger ce que nous avions, nos compatriotes qui sont dans des conditions assez difficiles en ce moment, et de préparer une équipe d'urgence qui pourra peut-être venir en aide en attendant d'avoir une cartographie réelle des eaux, des catastrophes que nous avions connues pour identifier des zones qui sont vulnérables. Potentiellement vulnérables. Alors, quand vous dites reloger, vous faites allusion à ce qui a été réalisé au niveau du stade de Papa Raphaël, ou que vous voulez projeter pour l'avenir, que l'on construise plus tard? Mais reloger, ce n'est pas celui-là. Ça, ce sont des secours qu'on fait à ce moment-là, mais ces gens-là ne pouvons pas rester, nos compatriotes ne pouvons pas rester dans des conditions pareilles pendant même une semaine. Ça, c'est vraiment catastrophique, puisqu'il se posera encore des problèmes d'épidémie dans ce milieu-là, puisque nous savons qu'il n'y a pas une bonne gestion aussi dans ce coin-là. Reloger ces gens-là, ça veut dire trouver d'autres endroits, identifier des endroits qui sont potentiellement, comme vous l'aviez dit, vulnérables, essayer de reloger nos compatriotes dans des endroits. Kinshasa est très grand. Nous avons des sites où l'État peut reloger nos compatriotes en bonne et due forme. Exactement. Et puisque vous parlez d'épidémie, sachez que la province de la Chopo est confrontée actuellement à une épidémie de choléra. Et c'est le gouverneur de cette province qui est la plus vaste de toutes les 26 que compte la République démocratique du Congo, Paulin Lendongolia, qui l'a déclaré officiellement au micro de notre confrère qui est sur place à Kisangani Boyoma Singamwambe, Blaise Moussa. Des cas de l'épidémie de choléra, dont 57 décès, selon le dernier bilan. C'est le gouverneur des provinces Paulin Lendongolia Lebabonga qui a annoncé officiellement cette maladie. C'était au cours d'un café de presse organisé le lundi 7 avril 2025 à l'esplanade du gouvernorat des provinces. Sur le 20 échantillons envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB de Kinshasa, 3 ont été confirmés positifs pour Vibrio cholerae, qui est le germe responsable de cette épidémie. Compte tenu de la gravité de cette situation, je déclare officiellement l'épidémie de choléra dans la province de la Chopo. Face à cette situation sanitaire, l'exécutif provincial a lancé un appel à une mobilisation générale pour lutter contre l'épidémie de choléra, avant de rassurer que la situation épidémiologique est suivie de très près par les autorités compétentes. Nous sollicitons l'urgence, l'appui du gouvernement central, de nos partenaires de santé et des organisations humanitaires pour renforcer notre capacité à contenir et à éradiquer cette épidémie. Nous exhortons la population de la Chopo à adopter rigoureusement les mesures d'hygiène préventive pour limiter la propagation du choléra. Rappelons que le premier cas du choléra a été diagnostiqué dans les zones de santé de Loa, dans les territoires d'Ubundu. Actuellement, les zones de santé de Wanyarukula, Makisu et Yakusu ont été également touchées par cette épidémie. Et justement, on revient encore au sujet de cette crue au niveau de la rivière Njili. Issa Noël Jaffa, dites-nous, parlons de l'indemnisation. À ce stade ici,
qui est-ce qu'on va indemniser et qui doit porter aussi toujours la responsabilité financière que de donner à X ou Y un petit quelque chose pour lui permettre de refaire sa vie. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur bien de valeur et pire, la vie. Mais vous savez qu'en ce moment, il sera tellement difficile d'abord de parler d'indemnisation puisque les dégâts continuent encore à enregistrer des dégâts énormes. Mais aussi en parlant d'indemnisation, il est question de voir aussi, c'est d'abord de déterminer la responsabilité. À qui incombe la responsabilité, comme nous l'avions dit dans notre première discussion. Et nous avions dit que c'est l'État ici. Puisque vous avez posé la question de savoir, la Metelsat a annoncé, oui, mais la ville pouvait déjà à ce moment-là demander à nos compatriotes qui sont dans des zones qui sont marécageuses, dans des zones qui sont susceptibles d'être inondées, où il peut y avoir des dégâts, de dégager. Mais est-ce que telle annonce a été faite ou des moyens ont été mis? Alors même s'ils pouvaient dégager, ça serait pour aller où? Mais nous les voyons, nous n'inventons pas la roue. Nous les voyons même en Occident, là où nous sommes. Comment est-ce que les choses se passent? Nous sommes pendant la période des vacances. C'est un cas fortuit. Pour le moment, nous pourrions reloger nos compatriotes dans des écoles. En attendant que, parce que nous sommes pendant le mois d'avril, le mois d'avril c'est un mois pluvieux. Nous aurons des pluies et on a déjà annoncé encore d'autres pluies. C'est le moment de prendre, identifier. Mais le travail devra déjà être commencé, on doit déjà commencer à faire le travail à ce moment-là, identifier les zones qui sont potentiellement inondables et commencer déjà à évacuer les populations, des alertes, pour que chacun, il y a d'autres qui n'iront même pas dans des écoles, qui pourront aller même dans leur famille. Mais n'attendons pas qu'il y ait des inondations, des catastrophes pour que nous commencions à agir. Et à ce moment-là, nous le faisons dans la précipitation. Des cas que nous avons vus, même des hors-bords ou de ce que nous appelons des canaux rapides, qui n'arrivaient même pas à fonctionner à ce moment-là. Donc c'est les moments où nous pouvons, et on peut recourir aussi à l'appui de l'armée à ce moment. Ce que nous avions toujours vécu, qui pourrait à ce moment-là aider nos compatriotes qui sont dans des zones, puisque moi je vous dis, messieurs les journalistes, en ce moment nous avons nos frères qui sont encore coincés dans des eaux, dans des milliers inondés, et ils ne savent même pas quitter. Et pendant tout ce temps ici, tout ce qu'ils ont, comme ils ne savent ni manger, il n'y a pas d'eau. Nous craignons que demain, qu'on puisse parler des épidémies, alors que nous sommes toujours mal préparés pour ce genre de situation. Ok, Samaloukonde Dynamique AB ont réitéré leur loyauté entre-temps, sans faille, au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été reçus aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Casimir Eberande Kolongele. On suit ça en image avec Africa Mujinga. Lundi 7 avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité chargé de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'autorité des références de la dynamique agissant et bâtissant AB en sigle, Samaloukonde et sa plateforme politique en ont profité pour réaffirmer leur loyauté indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette question d'agressivité que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, nous imposée par le Rwanda, et ses supplétifs du M23, la réponse est aussi dans la cohésion et l'unité. D'où l'idée de rappeler toutes les forces vives de la nation afin de travailler à cet objectif d'avoir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les directives qui seront données par la haute autorité du pays une fois que le rapport lui sera remis par le conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la nation, l'objectif principal étant le retour d'une paix définitive et durable sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. En effet, l'autorité des références Samaloukonde Kyenge était à la tête d'une forte délégation composée des présidents des partis politiques, membres de ces giga-regroupements politiques bien ancrés sur l'échiquier national, avec une forte représentation tant au niveau de l'Assemblée
l'Assemblée nationale avec 48 députés et au niveau du Sénat avec 18 sénateurs aujourd'hui qu'au niveau des assemblées provinciales avec 75 députés provinciaux. Soutenant la vision du chef de l'État de mettre les Congolais ensemble pour l'unité et la cohésion nationale, Samalou Kondé, président du Sénat et autorité des références de la dynamique AB, s'est livré à cet exercice des consultations en vue de donner sa contribution aux réflexions pour l'unité et la cohésion nationale en cette période où notre pays est agressé. La dynamique AB affirme sortir satisfaite des échanges avec le conseiller spécial du chef de l'État. Elle est disposée à attendre les directives qui seront données par la haute autorité du pays une fois que le rapport lui sera remis par le conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la nation. Elle est également disposée à prendre part au gouvernement d'union nationale qui sera formé à l'issue de ces consultations pour accompagner la vision du chef de l'État. Accompagner la vision du chef de l'État, Noël Issa Jafar, vous êtes président d'une structure qu'on appelle Rassemblement des Congolais. L'on dit, il y a une opinion de chez nous en République démocratique du Congo qui pense que les acteurs politiques qui sont des responsables politiques, lorsqu'arrive à aborder le moment d'aborder les questions politiques, ils répondent favorablement. Mais lorsqu'il faut répondre aux préoccupations sociales de la population, ils sont aux abonnés absents. Alors, comment renverser la vapeur? Au niveau de votre structure, quelle est votre recette? Mais vous savez que nous sommes une structure, comme vous l'aviez dit, Rassemblement Congolais, qui œuvre pour des valeurs républicaines, sociales et économiques aussi. Et la politique, c'est l'art de gouverner, c'est l'art de gérer la cité. Malheureusement, ici chez nous, il y a l'inverse. Même quand vous suivez, comme vous venez d'annoncer tout à l'heure, les consultations qui sont faites, ce sont plus des postes des gouvernements d'union nationale que les gens sont préoccupés, plutôt sur des vraies questions qui taraudent, qui sont en train de gérer, de déranger les vécus quotidiens des Congolais que nous sommes censés, nous qui s'appelons politique, d'apporter des solutions à ça, malheureusement. Mais pour inverser, comme si vous répondre, il faut répondre à votre question, je crois qu'il faudrait par là que ceux qui sont qui s'appellent aujourd'hui autorités morales, des initiateurs du parti, c'est là où ça commence. Nous, au niveau du RC, nous avons des séances de formation des cadres qui permettent aux cadres de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont cadres du parti. Seulement les cadres, pas les sympathisants? Non, d'abord les cadres à ce niveau-là. Et puis ensuite? Parce que c'est eux qui doivent avoir des responsabilités, parce que tout ce qui est des sympathisants, ils viennent après. Mais d'abord, ce sont des cadres qui répercutent la vision du parti, la vision de la structure au niveau des sympathisants, au niveau des militants de base. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il devrait y avoir les vrais débats aujourd'hui sur la gestion de la cité. Malheureusement, aujourd'hui, sinon, les débats sont plutôt subjectifs qu'objectifs. Et tant que nous resterons dans ça, nous n'arriverons jamais. Mais nous devons tout faire pour y arriver. Et le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. Alors, quel est l'état des écoles notamment, là où nos enfants doivent apprendre le b.a.-ba de la vie, au niveau de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur? Africa Mujinga est passé par là et vous propose ces dossiers. Regardez. La ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, à la différence des autres villes de la République démocratique du Congo, c'est la présence de plusieurs établissements scolaires. Et les écoles qui sont gérées par les frères des écoles chrétiennes ne sont pas en reste. La rédaction d'Antena vous laisse découvrir quelques écoles dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rendons-nous d'abord à l'Institut technique industriel Mbandaka. Cette école regorge à son sein 6 options, à savoir électronique, électricité, menuiserie, mécanique auto et construction. Malgré toutes ces options, cet alma mater rencontre d'énormes difficultés. Le responsable de l'ITI Mbandaka pousse un cri de cœur au gouvernement pour lui venir en aide. En tant qu'école technique, nous avons besoin d'avoir suffisamment de moyens pour faire tourner les machines, pour faire tourner pour la pratique généralement. Et ça pose problème.
pour avoir les nécessaires afin d'organiser la pratique des élèves, surtout en mécanique générale, en mécanique automobile où ça demande, et disons en menuiserie, j'en ai parlé, et en mécanique générale aussi, et l'électricité. Et là, bon, les moyens sont assez limités et ça pose beaucoup de problèmes. Après Iti, cap vers Institut Frère Hilo, IFI en sigle. Ici, l'on trouve cette option organisée, section scientifique, maths physique, biochimie, section technique, commerciale et gestion, section pédagogique, pédag général. À l'IFI, un seul slogan qui règne, je cite, « Je suis IFI et je ne suis pas n'importe qui ». Par rapport au talent et à la formation, l'IFI ne doit pas former de n'importe qui. Nous devons former des élites, des gens qui doivent représenter l'école favorablement partout. Nous essayons un peu de former des élites et former aussi des gens qui seront capables de défendre et partout. L'IFI a toujours une bonne réputation, même jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus loin de l'Institut Frère Hilo, il en existe un autre appelé Institut technique industriel et professionnel Maman Olive Lembe Kabila, une école de formation technique de l'excellence et de l'élite. Ici, le médiocre et les Koulouna n'ont pas de place. Pour la petite histoire, il fut créé en 2012 et c'est par la femme de l'ancien président, Maman Marie-Olive Lembe Kabila. Cet institut est une école non conventionnée qui organise les études en secondaire général 7e et 8e année, humanité technique, construction coupe et couture, électricité, mécanique générale. Le type Maman Olive Lembe Kabila a été créé en 2011. La fondatrice, c'est la femme de l'ancien président Joseph Kabila. C'est elle qui a été l'initiatrice de l'école. Et il a légué l'école entre les mains des frères des écoles chrétiennes. Et c'est pourquoi nous évoluons avec les frères. Sur le plan pédagogique, notre école est située dans un quartier qu'on appelle le quartier Bassoko. Là, tout le temps, dans nos différentes activités, nous sommes vraiment menacés par les petits voyous du quartier. Ça décourage vraiment et puis ça demande que lorsque nous voulons organiser une activité, il faut qu'on cherche maintenant la main de la sécurité. Même réalité à l'ITP Maman Olive. Les élèves qui fréquentent éprouvent un certain nombre de difficultés pour mieux travailler, entre autres l'insuffisance criante des machines pour les élèves, de l'option coupe et couture, pas des matériaux pour des constructions et autres en vue de joindre la théorie à la pratique. Pour boucler complètement la boucle de son périple, l'équipe de la rédaction d'Antena a terminé sa course à l'école primaire Liziba, qui, elle, a été rénovée par son ancien élève, actuellement ministre d'État de l'aménagement du territoire Guy Luando-Mboyo, et par ricochet, fils du terroir. Nous d'abord, c'est la morale. Nous formons d'abord l'enfant. Nous éduquons l'enfant avant de venir dans les matières. Alors nous sommes différents des autres, c'est vrai. Les autres, bon, quand l'enfant arrive, on a la craie à la main au tableau, mais nous d'abord, nous regardons cet enfant qui nous arrive. Est-ce qu'il a quelque chose en tête moralement? Et nous nous efforçons pour ça. Bien qu'aujourd'hui, bon, il y a une grande différence, madame, une grande différence. Les parents ne s'associent pas, ne viennent plus en nous et les enfants sont presque abandonnés. C'est un problème sérieux, un problème très sérieux pour le moment, mais nous essayons d'éviter. Il faut que l'État nous accompagne financièrement. Les salaires, quel salaire, madame? Nous avons un salaire unique. Une école de 17 classes, tout le monde a 300 000 francs. Pas 300 $, mais 300 000 francs. Pour rappel, le frère des écoles chrétiennes ont fait un don de leur espace à Bamania, dans la province de l'Équateur, au diocèse qui sert des séminaires pour les futurs prêtres. Et Mbandaka réclame l'eau, l'électricité, la route, l'hôpital, et ce n'est qu'un cas parmi 36 parce que les autres coins de la République réclament la même chose.
Issa Noël Jafar, vous êtes vous président du Rassemblement congolais, vous avez dit ici qu'il vous arrive d'évangéliser quand même certains de vos cadres, mais il vous arrive aussi de faire des jumelages avec d'autres structures similaires pour que ça puisse s'étendre aux autres. Alors vous savez que c'est une tâche qui n'est pas, nous ne mènerons pas ça seul. Il faut vraiment élargir comme vous l'avez dit, nous le faisons, nous discutons surtout entre nous des cadres, mais aussi avec des amis qui sont des présidents des structures pour essayer de voir par rapport à la vision que nous avons pour la République et à fédérer notre vision, notre pensée, comment amener les choses, nous le faisons. Parce que c'est important, parce que nous seuls, la République est trop grande. Nous n'arriverons pas ça seuls, mais avec les autres partis qui sont amis et d'autres structures des jeunes. D'ailleurs que nous travaillons, parce que nous travaillons plus avec des structures des jeunes, là où nous essayons un peu de conscientiser les jeunes sur les vrais problèmes que nous avons de la République, tels que celui que vous venez de dire tout à l'heure. Ici, il faut que notre population prenne conscience par rapport aux futures pluies qui vont arriver. S'il faut vous adresser à la population, vous leur direz quoi? Parce qu'il faudrait que nous soyons quand même aussi responsables, chacun dans son coin. Moi, je pense que ce n'est pas d'abord la population, c'est plutôt aux autorités de la ville de prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire? De considérer les annonces qui sont faites par la Metelsat et lancer des messages d'alerte à nos populations qui sont dans des zones qui sont vulnérables, des zones à risque, comme vous le dites. Mais après, de conscientiser la population après sur les risques dont ils prennent, vous savez, de rester dans des endroits qui sont assez dangereux, puisque j'ai parié que avec la défaillance sur le plan administratif que nous avons, même le nombre de dégâts que nous serons incapables d'évaluer vraiment avec précision les dégâts tant matériels qu'humains de manière correcte pour dire que bon, nous avions perdu autant. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait aussi conscientiser, mais aussi les autorités qui devraient vraiment prendre des mesures, mettre des moyens pour essayer de déplacer la population dans ce milieu-là, puisqu'ils ils sont là. Mais qu'est-ce que nous faisons? On n'annonce pas seulement la météo, mais on prend des mesures aussi bien avant pour que la population avant quitte ces milieux-là, parce qu'aujourd'hui la science a évolué. Nous pouvons avoir des calendriers de météo d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois aussi. Nous savons des périodes qui sont probables, qui peuvent avoir des dégâts, des inondations, comme celles que nous avions vécues malheureusement, avec autant de morts et des dégâts matériels considérables. Merci beaucoup Issa Noël Jafar. Je rappelle que vous êtes président de Rassemblement congolais. Avec vous, nous avions discuté, abordé la question relative à la crue de la rivière Ndjili. Et nous espérons que nous serons beaucoup plus attentifs pour prendre des dispositions qu'il faut, chacun là où il est, l'autorité urbaine et pourquoi pas nous et les autres différents responsables ici de la ville, pour que nous puissions éviter les pires. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.